Hello, hello, bienvenue sur ce premier live de la deuxième édition de l'événement J'audite ton podcast avec. Et aujourd'hui, j'audite ton podcast avec Mélanie. Coucou Mélanie, tu vas bien? Bonjour tout le monde et merci Bonjour tout le Anne-Claire de monde. me réinviter à cette Ouais, je suis trop édition. contente. On forme une bonne équipe. Alors, les équipes qui gagnent, perdure. Je vous invite d'abord à couper votre micro, toutes les participantes. Si vous voulez nous faire un petit coucou, n'hésitez pas à le faire, voilà, avec la main, comme tu viens de le faire, ou par le chat qui est ouvert pour vous. Pour une question de timing qui est super serré, avec Mélanie, on s'est rencontrés, on s'est retrouvés juste un petit peu avant pour partager un peu les points clés qu'on veut partager sur cette audit. Et il y a beaucoup de choses à dire, donc on va aller vite dans le vif du sujet. Donc, je vous accueillerai au fur et à mesure dans l'arène. Avec Mélanie, on va du coup articuler cet événement autour de trois grands moments. Un moment de présentation, on va vous rappeler l'objectif de ce live, qui nous sommes. Ensuite, on dévoilera le podcast que Mélanie a choisi, qu'on a choisi avec Mélanie. On partagera nos points d'amélioration. Et ensuite, je vous invite à noter dans un coin toutes vos questions, parce qu'il y aura une période à la fin du live questions-réponses, où là, vous pourrez prendre la parole euh, en nous donnant les questions que vous voulez dans Bonjour. le chat. N'hésitez pas à fermer votre micro en arrivant, comme ça, on, on, on peut au fur et à mesure bien partager. Donc, et enfin, en fin de live, on vous donnera rendez-vous pour le prochain rendez-vous. N'hésitez pas, Aurélie, voilà, trop chouette, à couper votre micro. Eh bien, bienvenue. On est super contente avec Mélanie. C'est la deuxième fois qu'on organise cette édition de live. Donc, pour le principe, donc je m'appelle Anne-Claire Leca. Je suis experte en stratégie de marque, communication et création de communauté, et notamment pour les podcasts. Et il y a quelques mois, j'ai eu l'idée d'inviter mes consoeurs, donc Mélanie, Élise et Safia, à auditer ensemble un podcast. Cet exercice d'audit, il est trop chouette parce que déjà, ça nous permet de rencontrer et de découvrir plein de nouveaux podcasts et ensuite de vous montrer quelles sont les questions essentielles à se poser quand on a un podcast parce qu'on sait qu'on est souvent la tête dans le guidon, qu'on a envie de s'améliorer mais qu'on sait pas par quelle boule prendre. Et là, aujourd'hui, notre objectif avec Mélanie, c'est de vous donner des idées concrètes à appliquer ensuite sur votre podcast. Mélanie, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors très rapidement, merci beaucoup encore à Anne-Claire de m'inviter sur cette audite. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Mélanie Hong, je suis créatrice de podcasts depuis maintenant 6 ans. J'ai des podcasts personnels, donc je me place du côté à la fois des producteurs et des productrices en tant que créatrice de podcasts indépendants, mais dans la vie, je suis aussi experte podcast et notamment à destination des grands comptes, donc des organisations, des grandes entreprises, et je les aide à créer une stratégie audio pour les marques. Voilà. Ouais, une multicasquette, Mélanie, et on se connaît depuis le 10 ans. début, depuis que moi aussi je me suis lancée en 2018 dans l'univers du podcast. Je me souviens de la première fois où je t'ai vue, c'était chez Mathieu Stéphanie, chez Cosa Vostra. On avait fait un apéro de podcasteuse. J'avais ton petit bébé. Et je suis contente que cette histoire continue. Donc, ce live va se concentrer sur un podcast, mais à la fin de ce live, vous recevrez par email le replay pour pouvoir revoir nos conseils si besoin, mais aussi accéder à un workbook pour auditer votre podcast en autonomie pour que vous puissiez appliquer cette méthode à votre propre podcast. Donc, c'est un workbook que j'ai créé sur Notion et qui vous permettra ensuite d'appliquer cette méthode à votre podcast. C'était vraiment un objectif pour moi qui est une quasi-obsession, c'est de bien sûr donner des idées et de l'inspiration, mais de vous pousser à passer à l'action. Et donc, je me suis dit que cette nouveauté pour l'édition 2 serait quelque chose d'efficace par rapport à mon objectif de vous faire passer à l'action. Euh,
Eh bien, je vous propose que maintenant nous passions au dévoilement du podcast que nous avons décidé d'auditer. Euh, Déjà, Mélanie, est-ce que tu veux expliquer pourquoi est-ce que parmi la sélection que je t'ai proposée, c'est celui qui t'a tapé dans l'œil et nous révéler le nom du podcast? Oui, alors il y avait plusieurs podcasts, évidemment, on aurait voulu en auditer plus, on n'a pas le choix. Donc, comme l'année dernière, enfin, je sais pas si c'était l'année dernière, mais à la précédente édition, j'avais choisi l'Effet Marketing, qui est un podcast business marketing, comme son nom l'indique. Je me suis dit que cette fois-ci, j'allais me concentrer sur un podcast peut-être un peu plus personnel ou engagé sur un sujet particulier. Et Anne-Claire m'avait proposé dans la sélection Féminine Tokyo Podcast, qui est un podcast en fait qui s'intéresse au Japon. Et alors, c'est pas juste parce que je suis asiatique que j'ai choisi ce podcast, mais j'ai aussi donc une spécialisation dans l'inclusion et la diversité dans mon expertise du podcast. Et j'ai créé moi-même un podcast qui s'appelle Asiatitude, qui s'intéresse aux identités asiatiques. Et donc, je pense que j'aurai un regard particulier par rapport au sujet. Mais je pense qu'il peut parler aussi à beaucoup de monde parce que vous allez voir, on va parler vraiment de plein d'éléments qui peuvent faire une analogie sur des podcasts qui n'ont rien à voir avec ce sujet. Samantha, qui est la créatrice du podcast, est donc à Tokyo, via Tokyo, donc elle nous regardera sûrement en replay. Elle a été prévenue, elle découvrira un peu plus tard cette bonne surprise. Donc Samantha qui nous regarde en replay, déjà petit coucou, et on t'invite à répondre à mon email avec tes retours suite à ton visionnage du replay, ce que tu as pensé de nos conseils, etc. Et si tu pouvais faire comme Léa avait fait la dernière fois, une petite vidéo Loom pour nous partager en direct tes retours, ça serait super. Bienvenue aux personnes qui viennent de se joindre à nous. On va lancer l'audit du podcast Féminin Tokyo et Mélanie et moi, nous allons du coup dérouler notre méthode d'audit habituelle et partager un ou deux conseils qui nous semblent les plus importants pour chacun des éléments de l'audit. Il y aura à la fin, vers 1h10, une session questions-réponses si vous avez envie qu'on creuse certains points. En attendant, je vous invite à, si vous avez envie de réagir, à le faire en chat. Et moi, je garde un œil sur le chat et je sélectionnerai les questions pour la partie questions-réponses. Alors, Mélanie, pour commencer notre audit, on prend toujours notre casquette d'auditeur ou d'auditrice potentielle, comme si on était sur les plateformes d'écoute, et on scrollait, et pouf, on tombait sur la cover du podcast. Qu'est-ce que tu as pensé de la cover de Féminin Tokyo et est-ce que tu as des remarques, des suggestions pour Samantha? Oui. Alors, du coup, pour les personnes qui nous Je vais suivent, partager mon écran. vous pouvez voir à quoi ça ressemble. Et je précise aussi que je choisis toujours des podcasts que je n'ai jamais écoutés et que je n'ai jamais vus avant. Comme ça me donne un œil neuf. Donc, c'était le cas ici. Alors, c'est une illustration, la couverture du podcast, d'une femme qui a l'air asiatique, qui ferme les yeux et qui écoute ses écouteurs. Le fond est rose. Donc, avec le nom et à la fois le titre, moi je comprends qu'on va parler de femmes, qu'on va parler de femmes à Tokyo. Voilà, sans avoir écouté, je me dis ça va parler de femmes à Tokyo. Et il y a des écritures en dessous qui sont des caractères japonais, j'imagine. Et donc je me dis peut-être que c'est dans deux langues. Ce que ça me fait penser, c'est que c'est assez catchy. Enfin, on a envie en fait de cliquer dessus puisqu'on a un fond rose très fort, très voilà, c'est pas un rose pâle, c'est un rose fuchsia. Donc je le trouve assez attractive cette vignette. J'aime bien le style, il y a un style un peu aquarelle, donc c'est assez artistique. Et la seule chose que je trouve dommage, c'est que le titre soit trop petit parce qu'on ne peut pas le voir, enfin, je le verrai pas très bien quand je suis sur mon application de podcast. Je vois très bien podcast, mais je vois moins Féminin Tokyo. Donc, Mm. ce serait juste le point peut-être que j'aurais Ouais, customisé.
Moi, j'avais aussi remarqué ce sujet de la lisibilité. D'ailleurs, dans le workbook que vous allez pouvoir télécharger, je recommande un outil que je recommande d'ailleurs à toutes les personnes que j'accompagne qui s'appelle OnlyPod Cover Review, qui vous permet de simuler votre vignette dans eh bien, un contexte réel de plateforme pour se rendre compte de ce que donne cette vignette. Parce qu'il y a un biais qui est souvent on travaille sur notre vignette en grand sur notre écran, donc on ne se rend pas compte. On n'a pas d'empathie pour notre futur auditeur, auditrice. Est-ce qu'il voit, est-ce qu'il voit pas? Donc vraiment, il y a un sujet pour moi de lisibilité du nom du podcast ça pourrait être dommage parce qu'une personne pourrait passer à côté de la thématique. Et moi, j'avais deux autres suggestions, c'est de supprimer podcast. Ça sert à rien de mettre podcast sur une cover de podcast. On sait déjà quand on le découvre qu'on est sur un podcast. À moins que ce soit une approche de médias 360 avec un blog, un livre, des événements, etc. Là, on peut réfléchir à une verticalité, Féminin Tokyo Event, Féminin Tokyo Podcast, etc. Là, je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, retirer podcast, c'est une information qui est redondante et qui est inutile. Et deuxième suggestion, c'est d'ajouter une tagline pour un petit peu préciser quel est l'angle ou quelle est la cible qui est visée par ce podcast pour du coup confirmer à la personne qui a été attirée par cette identité forte de l'illustration, ces couleurs catchy et tout. C'est vrai qu'il y a un univers, je trouve, qui se dégage directement de la cover, et ben leur donner envie de cliquer parce que c'est ça l'objectif de la cover, attirer l'attention, préciser de quoi on parle et à qui on parle et donner envie à cette personne de continuer son exploration. Oui, complètement d'accord. J'ai même été vérifier en fait sur Internet s'il y avait Féminin Tokyo site web, Féminin Tokyo autre chose, pour voir pourquoi il y avait marqué podcast, mais je suis d'accord avec toi. Exactement. C'est nécessaire. On passe à la description, qui est la deuxième étape d'exploration de nos auditeurs, auditrices. Oui. Donc, la description, elle est comme tu l'avais bien supposé, elle est multilingue. Elle est donc on dit idéogramme, je crois, idéogramme japonais, en écriture japonaise, en français et en anglais. Quels ont été tes questionnements ou tes remarques par rapport à cette description de podcast? Alors, la première chose qui saute aux yeux, effectivement, c'est les langues, parce que ça arrive pas si souvent qu'un podcast soit multilingue. La première chose que je me suis dit, c'est est-ce que ce podcast sera en 3 langues à chaque fois? Est-ce qu'il y aura 3 épisodes différents? Est-ce qu'il y aura un doublage? En fait, je me suis vraiment posé la question de la langue de ce podcast, parce que dans le titre à la fois et dans la description, il y a plusieurs langues. Et d'ailleurs, dans le titre, il n'y a pas 3, puisque je pense que Féminin Tokyo Podcast, on peut le dire en français et en anglais. Et j'ai pas trouvé la réponse, en fait, rien qu'en lisant la description. Donc, ça m'a manqué de comprendre, est-ce que ce podcast est en telle langue ou est-ce qu'il est doublé? Est-ce qu'il est en 3 langues à chaque fois? Donc, une petite phrase qui aurait présenté dans quelle langue ce podcast aurait été utile. Et ensuite, je trouve qu'il y a des informations. Donc, on voit bien qu'il y a marqué Bienvenue au Japon, sa société, son histoire, etc. Le tout du point de vue des femmes. Donc, on sait maintenant qu'on va parler du Japon et des femmes. Donc, ça, c'est pour moi, c'est le quoi du podcast. Mais il me manque pour qui, pourquoi je vais écouter, donc quel message je veux faire passer, par qui et il est fait, parce que là, j'ai pas le nom de la personne, je sais pas d'où elle se situe, pourquoi elle parle de ce sujet, pourquoi elle a lancé ce podcast. Quand est-ce que je vais retrouver ces épisodes? Est-ce que ça sera une fois par mois? Est-ce que ça sera aléatoire? Est-ce que ça sera une fois par semaine pour que j'ai un rendez-vous ou non? Enfin, que je me rende compte en fait de en quoi je m'engage en tant qu'auditrice. Et ensuite, comment? Bah, ça, c'est la langue et combien de temps ça dure. Ouais. Il me manque quand même pas mal d'éléments qui pourraient être voilà, approfondis dans cette description. Et exactement. Donc ça, c'est vraiment capital, je le récapitule dans le workbook, de vous assurer que vous avez des réponses à ces questions de base. Ça, c'est les questions que toutes les personnes vont se poser en lisant votre description. C'est de quoi on parle, pour qui ça s'adresse, pourquoi est-ce que j'ai intérêt à lire, à écouter ce podcast et comment ça se passe, est-ce que c'est plusieurs fois par semaine, par mois, etc. Moi, ce qui m'a manqué, effectivement, c'est si j'étais tombée sur Féminin Tokyo Podcast et que j'avais vu directement les écritures japonaises, qui est ce qu'on voit en premier, eh ben, je me serais dit, ah zut, c'est un podcast en japonais.
et je ne serais pas allée plus loin. Alors que son contenu est super intéressant et peut m'intéresser à plein d'égards. Et donc, du coup, pour moi, peut-être mettre des emojis, Japon, anglais et français, dès le départ, pour souligner l'aspect multilingue et le fait que si je vois d'abord du japonais, je peux aller chercher du français, de la langue française juste après. Également, oui, de qui s'agit Samantha? Pour te retrouver, j'ai dû aller regarder dans le formulaire de candidature à l'événement parce que sinon, je n'aurais pas pu trouver qui tu étais et comment tu t'appelais. Je crois, tu ne le dis pas non plus dans l'introduction, mais on y reviendra. Et moi, ce qui me manque aussi, c'est quel est l'appel à l'action que tu fais. Si j'ai découvert ton podcast, que je l'ai écouté, que je l'aime bien et que j'ai envie de réagir ou j'ai envie d'aller plus loin, où est-ce que tu me donnes rendez-vous? Et donc, ce rendez-vous, cet appel à l'action, c'est aussi souvent quelque chose qui manque et qui, en plus, pour moi, serait une opportunité puisqu'il y a un aspect communautaire. Du coup, tu parles de Tokyo, des personnes qui habitent à Tokyo, des personnes qui ont une expérience spécifique d'expatriation à Tokyo. Et donc, il y a potentiellement cette envie de te contacter et d'aller plus loin suite à l'écoute de ton contenu. Et donc, je t'invite à ajouter cet appel à l'action. Mm. Tu as envie de rebondir, Mélanie? Oui, juste sur une chose pour donner un conseil à Samantha facilement actionnable, disons, Oui. c'est que ces éléments qui manquent dans la description, elle les a dites ailleurs, donc notamment dans l'introduction, on va en parler, et sur sa bio Instagram. Donc, il n'y a pas tout à refaire, en fait. Et le travail, je pense que tu l'as déjà fait dans le podcast, dans son contenu en lui-même. Mais ça peut être utile, en fait, pour vous de vous dire, si vous travaillez sur votre introduction, vous vous présentez, vous dites ce qu'il y a dans le podcast et pourquoi vous le faites. Donc là, notamment, on déconstruit les stéréotypes sur les femmes et les minorités au Japon. Je suis féministe à Tokyo, c'est un podcast en français et en anglais. Ça, c'est dit, en fait, c'est déjà dit quelque part, donc mets-le dans ta description. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui m'a frappée, c'est de me dire que moi, ça a été un peu un jeu de piste d'être allée regarder. Ah tiens, est-ce qu'elle a un compte Instagram? Parce qu'il n'était pas indiqué. Je suis allée voir. Ah, mais on le voit, la mission, c'est déconstruire les stéréotypes, Mhm. etc. Hop, il suffit juste de prendre cet élément et de le remettre dans la bonne place du puzzle, effectivement. On a choisi toutes les deux d'écouter le dernier épisode qui a été publié, donc la partie 1 de l'épisode 7. C'est une conversation entre Samantha et son invité, qui s'appelle Ila, et une conversation qui est en deux parties. Cet épisode a sa propre vignette, qui est une illustration qui est en noir et blanc. Alors, je vais la mettre. Voilà, qui est une illustration en noir et blanc où on voit du coup Ila avec des gratte-ciel derrière qui doivent représenter une ville japonaise et le titre de l'épisode qui est Japon, Gaijin et hégémonie. Est-ce que tu as une petite remarque à faire sur cette vignette sur Ouais, Oui, alors, pour finir sur l'identité visuelle, dont on a déjà parlé pour la ouais. cover, mais il y a 7 épisodes. Mm, Sur les premiers épisodes, il n'y a pas vraiment de reprise de l'identité visuelle un peu aquarelle qu'il y a sur la cover, parce que c'est des photos. Par contre, sur les épisodes, je crois 3 à 6, mm, il y a des illustrations qui sont très jolies à mm. chaque fois d'une Super belle. personne dans la même charte graphique. Donc ça, je trouve que c'est très cohérent et très, très pertinent d'avoir fait ça. Mm, Pour le 7e épisode, c'est le cas aussi. Par contre, on voit là que sur l'épisode 7 partie 1, il n'y a pas de titre. Sur l'épisode 7 partie 2, il y a un titre. Et j'ai un souci de lisibilité aussi du titre, puisqu'il est mm. noir sur noir. Mais sinon, ça reprend la charte graphique et je trouve ça très cool d'avoir des illustrations pour chaque épisode. À quelques détails, c'est-à-dire que j'ai pas l'impression que c'est la même personne qui a illustré les premiers épisodes, parce que c'était pas les mêmes parties pris graphiques ici et l'épisode 7. Donc il y a cette idée d'avoir la ligne de gratte-ciel derrière. Donc je me suis demandé est-ce que peut-être l'illustrateur, l'illustratrice était pas disponible pour l'épisode 7, etc. Il y a c'est quelque J'ai chose vérifié qui... parce qu'elle donne le nom et c'est la même Ouais. personne. Ah, c'est la même C'est personne, pour ça ok. que je me suis fait la réflexion aussi, mais en fait, Mm. elle donne le nom dans la description. Alors, il n'y a pas son C'est nom à Samantha, Ansali. mais il Ouais, y a le nom de l'illustratrice et c'est c'est toujours ça. la même. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a un petit décalage. Ouais.
Donc, ce sujet de la cohérence de l'identité visuelle, c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais qui fait partie de la qualité d'expérience qu'on va proposer à son auditeur ou son auditrice. Le fait de sentir chez soi, de sentir chez quelqu'un, il y a toujours les mêmes codes, les mêmes couleurs, c'est la même ambiance, etc. Et c'est assez important pour le fameux lien émotionnel qu'on crée avec son audience d'avoir une cohérence aussi dans l'expérience qu'on lui propose, que ce soit textuelle, donc la façon de construire ses textes, auditive avec le générique, ça fait partie de cet enjeu de cohérence, mais aussi visuel. Donc, tu as écouté l'épisode avec Ouais. Ina, qui est en 2 parties. Du coup, on s'est aussi mis dans la peau d'une auditrice et on va du coup commencer par l'introduction, les 60 premières secondes qui sont très importantes parce que c'est celles qui vont décider un auditeur à continuer ou pas son écoute. Qu'est-ce que tu as pensé de l'introduction de l'épisode 7 et est-ce que tu as des remarques ou des suggestions à faire? Alors, l'introduction, pour les personnes qui n'ont jamais écouté ce podcast, elle se compose en une citation extrait du podcast d'abord. Il y a une ambiance musicale, donc un générique en fond sonore asiatisant. Donc, on reste dans le thème du podcast Ouais. japonais. On a une présentation générale du podcast après qui est dite par Samantha, qui est très court, donc c'est assez efficace. Et ensuite, une présentation avec juste le titre de l'épisode 7 et son explication. Donc, je trouve que la structure est plutôt efficace. J'ai eu un petit souci de son pour moi. Alors, j'ai écouté la partie 1 et la partie 2, l'intro, pour voir s'il y avait le même souci de son, et non. Donc en fait, dans la partie 1, il y a un souci de son, on n'entend pas du tout l'introduction parlée, elle est très basse, Oui. alors que l'extrait sonore de l'invité est très haut, donc il y a un petit souci de son. Et aussi, il est en anglais dans la partie 1 et en français dans la partie 2. Donc je trouve qu'il y a une petite incohérence parce que l'épisode est francophone. Il y a peut-être eu un manque de temps pour pouvoir faire une introduction en français pour la partie 1 et elle a été réenregistrée pour la partie 2. Donc je trouve que ça aurait été bien, mais j'imagine que c'était par manque de temps, de faire une introduction voilà, bien enregistrée en français pour un épisode en français. Et sinon, sur la structure, moi je l'ai trouvé bien, mais j'ai vraiment eu ce problème de cohérence de langue et de son pour Mm. l'introduction. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, je pense qu'en fait, tu as dû cliquer sur la version traduite anglaise parce que moi, j'ai eu une introduction en français. Mais en Ah, fait, pour la partie 1? notre différence d'expérience, ça pointe ce côté multilingue qui est peut-être à préciser avec des emojis, avec soit un emoji dans le titre, soit un emoji sur la première ligne de la description. Parce que pour moi, c'est génial de faire un podcast multilingue. Je trouve ça super riche. Toi, tu as participé à des podcasts multilingues. Tu sais aussi le travail que ça représente. Et donc, du coup, toujours cette empathie vis-à-vis de l'auditeur, de l'auditrice, quelles questions il va se poser avec un œil neuf et l'accompagner dans ces questions-là. Donc, ce côté multilingue, pour moi, c'est une richesse de ce podcast. Il faut juste ajouter des codes visuels pour accompagner l'auditeur dans son exploration et qui choisisse la bonne langue. J'ai bien aimé l'introduction, pardon. Il y a des extraits et après, il y a la voix de Samantha qui arrive. Ce qui m'a manqué, c'est d'expliquer qui elle est, d'où elle parle. Par exemple, j'ai découvert que Samantha n'est pas d'origine asiatique. De ce que j'ai pu voir, elle est d'origine caucasienne. Donc, en fait, de savoir d'où elle se place, ça permet aussi, surtout dans un épisode qui traite de racisme, de perception et d'expérience, etc. Je trouve que c'est intéressant de savoir qui parle et d'où elle se place. Donc, ce côté de quoi on parle, à qui ça s'adresse, quelle est la promesse et qui le dit, ça me semble super important, même de manière condensée de le faire dans l'introduction. Après, ce que moi j'ai bien aimé aussi dans l'introduction plus de l'épisode, c'est que Samantha, elle a repris des éléments de langage, par exemple gaijin ou hégémonie, pour expliquer de quoi il s'agissait et quelle était leur perception de l'usage de ces mots-là pour du coup introduire sa conversation avec son invité. Je trouve que c'est un double valeur. La première, c'est de montrer qu'elle est dans un enjeu de pédagogie, qu'elle n'est pas dans un entre-soi où tout le monde connaît Gaijin. Elle part du principe que la personne qui écoute l'épisode peut ne pas connaître
ce vocabulaire. Et aussi, ça permet aussi de mettre un peu un teasing par rapport à la contenu de sa conversation avec Ila et de se dire, ah, ils vont parler de ci, ils vont parler de ça. Et je trouve que ça donne de la curiosité vis-à-vis du propos en lui-même de sa conversation. Complètement d'accord. Mais effectivement, il manque toutes les infos qui nous manquaient dans la description, il nous les manque aussi en introduction. Donc, il suffirait de faire un petit texte, le mettre dans la description et le dire en intro et ça serait parfait. Ça serait parfait, exactement. Par rapport à sa conversation en elle-même avec Ila, allez, je commence. Vas-y. Ce que j'ai trouvé cool, c'est qu'elle rentre par l'expérience et elle rentre. La thématique de l'épisode, c'est une expérience vécue de racisme comme personne non japonaise au Japon. Et j'ai trouvé ça cool qu'elle commence par une expérience vécue de Hila qui est raconte-moi ton dernier déménagement. Je trouve que c'est un angle narratif, c'est un stratagème narratif qui est de se plonger directement dans une situation. La plupart des personnes ont déjà déménagé, donc on peut se projeter dans ce que c'est de déménager, de chercher un appartement, etc. On sait que ça peut être une grosse galère, et là, du coup, il y a une curiosité vis-à-vis de l'expérience de Hila, et qui va, du coup, faire qu'on est hyper attentif à l'histoire qu'elle va nous raconter. Donc moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Euh, Qu'est-ce que toi, t'as pensé de la façon dont avait été structurée cette conversation? Alors moi, je suis un peu plus, je pense que j'ai besoin de cadre Ouais. quand j'écoute un podcast. Mhm. J'ai trouvé qu'il manquait en fait la présentation des différents sujets, surtout qu'il y a 2 parties, de Mhm. comprendre pourquoi il y avait une partie 1, une partie 2. Parce que de ce que j'ai compris, c'est qu'en écoutant tout l'épisode, c'est que la partie 1, elle était plus sur des expériences négatives de l'expérience au Japon et à Mhm. Tokyo en particulier, et la partie 2 où là, c'était un peu plus léger, il y a des choses, un peu plus positives, et donc ça me manquait de comprendre pourquoi il y avait 2 parties et aussi de quoi on allait parler parce qu'effectivement, ce qui était bien, c'est que Samantha, tu définis tous les termes du titre, donc Japon, Mhm. Gaijin, hégémonie, mais pas forcément la structure de l'épisode, les sujets qui vont être abordés dans l'épisode. Mhm. Donc moi, j'ai mis du temps à comprendre pourquoi on parlait de recherche immobilière. Mhm. D'accord. Et je me suis dit, d'accord, bon, ok, elle cherche un appartement, il y a de la discrimination, c'est ce que je comprends. Mais je me dis, est-ce qu'on va parler de ça pendant 30 minutes? Est-ce que Mhm. c'est une partie de l'épisode? Si ça m'intéresse pas, est-ce que les autres sujets vont être intéressants? Et en fait, moi, ça m'a manqué d'avoir une petite annonce, en fait, peut-être Oui. des différents sujets qui allaient être abordés. Ouais, je me suis fait parce qu'en fait, l'épisode est en deux parties et la partie 1 est séparée en deux parties. C'est-à-dire qu'il y a recherche immobilière et après l'activité de Hila en tant que content créateur, créatrice de contenu. Et moi, ce qui m'a manqué, c'est de savoir pourquoi, est-ce qu'on va juste décrire la création de contenu? Qu'est-ce qui peut être intéressant dans cette expérience de créatrice de contenu? En quoi c'est original d'être créatrice de contenu d'origine congolaise à Tokyo? Est-ce qu'on va parler business, monétisation, gagner sa vie avec des contenus? Est-ce qu'on va parler créativité? Est-ce qu'on va parler des tournages qui se sont les plus farfelus qui se sont passés? Effectivement, expliciter ce qu'on dit en anglais what's in for me, c'est qu'est-ce que je vais en retirer. Ça peut effectivement décider les gens à perdurer dans leur écoute et puis à créer ce côté suspense et, euh, et capter l'attention, effectivement. Mm. Et j'ai deux autres points sur le contenu de l'interview. Alors justement, Ouais, sur le terme d'interview, moi je trouve que c'est plus une conversation oui. qu'une interview parce qu'il y a un échange en termes de temps de parole. Il y a beaucoup de... Voilà, c'est pas une question de Samantha et ensuite des réponses de Ila. C'est vraiment une conversation où Samantha va aussi expliquer pas mal de ses expériences à elle. Mm, On est plus dans une conversation équitable en termes de temps de parole. Il m'a manqué aussi. Alors, il y a plein de choses intéressantes, hein, mais là, on oui. pointe les doigts sur ce qui nous manquait. La pertinence, en fait, la présentation d'Ila en tant que telle, donc au début de l'épisode. Pourquoi avoir invité cette personne pour parler de ce sujet en particulier? Effectivement, elle est noire à Tokyo, c'est un sujet par rapport à l'angle de l'épisode. Pourquoi, en fait, c'est intéressant? On apprend au fur et à mesure que ça fait 5 ans qu'elle est là, qu'elle est créatrice de contenu et qu'elle parle de ce sujet. En fait, Mm, rien que de dire ça, de valoriser en fait sa pertinence par rapport au sujet, je trouve que c'est intéressant dès le début et puis aussi au fur et à mesure, comme tu disais, par rapport au sujet de contenu. oui.
Ça augmente, c'est vrai, la perception de l'auditeur par rapport à sa légitimité à en parler et aussi le fait qu'elle a un point de vue développé, original, etc. Moi, ce que j'ai bien aimé, pour pointer quelque chose que j'ai bien aimé, c'est dans la communication Instagram. euh, sur un des posts qu'elle a fait pour mettre en avant cet épisode, elle mettait en avant le cadre dans lequel la conversation se fait. Elles disent qu'elles se sont retrouvées dans un café à Tokyo autour de muffins. Et moi, j'aurais trouvé ça cool de commencer par ça. Et effectivement, de dire comment est-ce qu'elle a rencontré Ila, pourquoi c'est intéressant qu'elle soit à son micro aujourd'hui, où est-ce qu'elle se trouve aujourd'hui. Je trouve que ça plante le décor. Il y a aussi, c'est un procédé de storytelling. Ça permet, ça fait, ça stimule l'imagination de l'auditeur, l'auditrice. Et aussi, ça permet d'anticiper ces petits bruits qu'on entend derrière, parfois de conversation. Et là, au lieu que ce soit un parasite de ah, est-ce que c'est derrière moi la conversation? Ah non, c'est dans le podcast. Et ben comme on sait déjà que c'est dans un cadre de café, bah ça fait euh, arrière-fond sonore et ça devient plus un parasite. Et en plus, ça stimule, comme je le disais, l'imagination pour se représenter Samantha et Ila en train de manger des gros muffins. Et moi, je trouve ça trop cool. Oui, comme ça, on peut s'imaginer à côté. On dit souvent que les auditeurs et auditrices de podcast, on a l'impression d'être avec les Ouais. personnes qui parlent. Et là, on aurait vraiment cet imaginaire qui se met en route. Donc, ça permet de travailler là-dessus. Et pour finir sur quelque chose de positif comme toi, je trouve que le choix de l'invité est pertinent par rapport au Mm, sujet et qu'il mm, vient effectivement compléter l'expérience de l'hôtesse, puisque elle est blanche au Japon. Son invité est noir au Japon et elle parle un petit peu aussi des expériences des Asiatiques au Japon, mais au mm. moins on voit qu'il y a une complémentarité qui est intéressante à souligner. Effectivement. Et par rapport à cet aspect de, je trouve qu'il y a plein de choses super sympas, mais un petit peu éparpillées, et bien de les regrouper. Par exemple, cette idée de, on mange des muffins. Samantha fait une blague dans son post aussi en disant les muffins étaient trop gros, donc on a dû mettre l'entretien en deux parties. Et ben, j'aurais bien aimé avoir ça en outro, de dire bon, avec Ila, on a beaucoup parlé, en plus on aime beaucoup les muffins, donc je vous invite à écouter la partie 2 et dans cette partie 2, vous découvrirez ça, vous saurez comment, Et du coup, de vraiment jouer ce côté structure, suspense, etc. Là, on est un petit peu laissé à la fin de la partie 1 en disant, bon, bah, rendez-vous dans la partie 2. Et donc, c'est toujours cette empathie de quelle expérience je fais vivre à mon auditeur, mon auditrice, et comment je l'accompagne d'une partie 1 où on a parlé à ça, et comment est-ce que je fais la transition vers la partie 2 en le rassurant sur le fait que ça vaut le coup de l'écouter, cette partie 2 parce qu'il y aura ci, il y aura ça, il pourra apprendre ci, il pourra découvrir ça, etc. Mm. Ouais, et parfaitement. Moi, j'aime bien faire des conclusions et rappeler des éléments. Et Ouais. du coup, là, ça aurait été l'occasion aussi de dire, ben voilà, on a parlé de ça, effectivement. Ça permet que l'auditeur en ressorte de l'expérience en se disant, ah oui, effectivement, on a parlé de ça et je Mm, le retiens. Je le mm, retiens mm. bien et ça me donne envie, peut-être aujourd'hui ou peut-être plus tard, d'écouter la suite. Et alors, juste un truc sur, parce que moi, j'avais écouté aussi l'épisode 0, enfin, 2. Ah, productif. 0, ouais. Productif. Le 2, c'est vrai que c'est le seul qui est en français, sinon tous les autres sont en anglais. Et en fait, il y avait un travail sonore vraiment intéressant parce que Samantha est dans une supérette du Japon. On entend vraiment les sons et il y a, on dirait, un mini documentaire en fait sur la forme. Oui. Et je trouve que ces formats-là, il serait génial en fait en intro ou outro parce Mm, que ça se voit qu'en fait, tu sais le faire en fait une ambiance sonore, donc autant mm. l'utiliser. Il y a un talent narratif qui existe et qui est là, donc on peut l'utiliser. Effectivement, il y a ce côté immersif où on sent il y a des petites virgules musicales dans l'entretien, etc. On sent qu'il y a plein d'intentions et effectivement d'aller un cran plus loin et de vraiment en faire la signature du podcast, ça serait vraiment trop chouette. Ça nous fait une super transition par rapport à la communication autour du podcast. Donc, comme on l'a souligné, les liens vers le profil de Samantha n'est pas dans la description du podcast ni de l'épisode 7 et ni son Instagram. Je me suis posé la question si c'est parce que tu avais envie d'être anonyme, Samantha. Il y a certaines personnes qui ont envie de l'être. Donc, on attend ta réponse en réaction à cette audite. Euh,
Néanmoins, on a fouillé avec Mélanie. Moi, je suis allée regarder ce que tu disais sur LinkedIn, sur ton podcast et aussi le compte Instagram. Je vais commencer par le compte Instagram. Déjà, tu as t'as une belle communauté de 2000 followers. Ça montre qu'il y a des personnes qui ont de l'intérêt pour ton contenu, de la curiosité. Donc, je trouve que c'est aussi super encourageant. Et donc, en bio de ton... Alors, je vais le remettre. Pardon, je vais partager mon écran et mettre comme ça, vous pouvez le voir. Ah bah, il était là. Donc, Pardon, problème technique. Il y a 2000 followers. Voilà, vas-y, je te laisse faire la... Et alors, je ne sais pas ce que tu voulais souligner après, mais Que la bio est cool, que on sait de quoi on parle, quelle est la mission oui, de c'est ce compte. la déconstruction, en fait, je l'avais noté, mais on déconstruit les stéréotypes sur les femmes et les minorités au Japon. Mm, Et du coup, c'est très clair, mm, pour le coup, l'angle du podcast, ce qui n'est pas mis ailleurs, donc ça serait intéressant de le mettre dans la description et dans l'introduction. Et il y a aussi, enfin, il y a du contenu hein, sur Instagram, il y a des Reels, il y a des partages d'autres podcasts sur le même sujet. Il y a on le voit là, il y a des audiogrammes vidéo avec des petits extraits sonores. Donc il y a du mm, travail, ça se voit qu'il y a du travail sur la communication. Il manquerait peut-être un petit peu alors comme on disait par rapport aux vignettes, mais peut-être de cohérence graphique. Je ne sais pas si tu as une stratégie éditoriale où tu te dis, bah voilà, je vais d'abord annoncer les épisodes, ensuite je vais faire un extrait sonore, ensuite je vais parler des coulisses. Enfin, est-ce qu'il y a une réflexion ou pas? J'ai l'impression que peut-être qu'il y en a une, mais qu'il manque de temps pour la mettre en œuvre, ou alors il n'y en a pas, mm. et c'est au fur et à mesure. En tout cas, il y a de la communication, mais elle n'est pas encore assez aboutie pour dire qu'il y a une stratégie bien ficelée. Ouais, Oui, ça a été aussi mon impression. Euh, on le voit aussi parce que une impression d'une personne qui arrive sur un compte, bah, il va regarder la bio, de quoi il s'agit, est-ce que c'est intéressant, et après il va continuer son exploration, de regarder un peu les types de contenus qu'il a l'air d'avoir. Et là, il y a un petit peu un côté un petit peu fouillis, on va dire, et le fait d'avoir des types de contenus définis, faire un teaser, parler des coulisses, lancer un débat, mettre en avant un épisode, c'est vrai que ça donne aussi en communication la possibilité de parler d'un sujet mais avec des angles différents et du coup d'aller chercher l'engagement auprès de son audience de manière différente. Moi, ce qui m'aurait manqué en termes de type de contenu, c'est le côté immersif parce que je pense que c'est un podcast qui peut intéresser eh bien, les personnes qui ont cette expérience d'étrangers, de non-japonais au Japon, mais aussi tous les curieux, parce que ce pays, sa culture, le fait d'aller voyager au Japon ou d'y vivre un jour, c'est un rêve de beaucoup, c'est une culture qui suscite beaucoup de curiosité, de fascination, etc. Et donc, du coup, d'avoir aussi des photos de ton quotidien dans un supermarché, c'est un pays qui a un sens esthétique très fort, et ben je pense que ça pourrait aussi du coup élargir le type de public à qui euh, à qui tu adressé. pourrais t'adresser. Voilà. Et, je sais pas si tu avais fini. Oui, oui, et j'avais en tête des personnes qui sont expatriées au Japon, qui le font beaucoup, qui postent des photos, etc., de leur quotidien, de choses insolites, etc. Et ça marche super bien. Et je pense que c'est de la communication qui est facile parce que quand on est plongé dans ce quotidien-là, il suffit, entre guillemets, de sortir son smartphone, de prendre des photos une fois de temps en temps, et ça nous fait facilement un post par semaine pour alimenter sa grille de manière eh bien, à aussi proposer un contenu qui n'est pas seulement promotionnel, où on parle de son podcast, mais on parle plus de l'univers dans lequel évolue son podcast. Oui, non, complètement. Je pense que ça fascine beaucoup de monde, le Japon, et qu'on y soit ou pas, c'est intéressant de voir ce qui s'y passe dans les coulisses, surtout que tu y habites. Mm, Et je rajouterais comme type de contenu une suggestion aussi, c'est que ces épisodes, ils ont aussi la particularité de s'intéresser à la société. J'ai mm, cru
apprendre dans l'épisode 0 que tu étais universitaire, donc peut-être qu'un contenu, un post par épisode sur ce qu'on peut retenir en fait. Je ne sais pas s'il y a des chiffres, on parle de sexisme, on parle de pas mal de sujets en fait où sociologiquement c'est très intéressant d'avoir des faits. Enfin, des faits, des chiffres ou des études, des choses comme ça. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, les partager en fait aussi avec ton audience, parce que c'est des sujets que tu abordes, hein, c'est pas des choses qui n'ont rien à voir. Ça peut être intéressant en fait, soit pour compléter, soit juste pour donner l'information au-delà de juste partager la cover ou un extrait. Mm. Ça permet en fait de prolonger la compréhension et on sait que les auditeurs et auditrices aiment beaucoup apprendre des choses. Et je pense que c'est le profil des personnes à qui tu t'adresses, puisque tu parles de sujets de société. Donc, parler sur tes réseaux, sur ta communication de chiffres, de choses sur la société japonaise, ça pourrait être intéressant. Ouais, parce que c'est un chiffre que tu mentionnes notamment dans l'introduction de l'épisode 7, que 99% de la population au Japon sont des Japonais. C'est marquant et il y a sûrement effectivement des chiffres clés qui sont une façon de faire parler de ton angle d'un autre biais. Si c'est des personnes qui vont être plus intéressées par le côté scientifique, les chiffres, c'est quelque chose qui se relaie bien. En plus, les chiffres, si on réfléchit à l'aspect recommandation, bouche à oreille, on a envie de créer autour de son contenu. Moi, il y a un autre type de contenu auquel j'ai pensé. Donc, on a dit coulisses, chiffres clés, aspect plus scientifique, voilà. C'est aussi les ressources qui existent aussi, qui vont dans qui ont la même mission que la tienne. Par exemple, ça m'a rappelé une lecture que j'ai faite il y a quelques mois d'une saga qui s'appelle Pachinko, qui montre la destinée sur plusieurs générations d'une famille d'origine coréenne à Osaka. Et du coup, c'est super, c'est une autre façon d'aborder ce sujet des stéréotypes et des minorités au Japon. Et c'est un contenu qui est facile à mettre en avant et qui vient alimenter ta communauté qui en demande sur cette mission de déconstruction des stéréotypes sur les femmes et des minorités au Japon. Voilà pour notre audit. Comme je le disais au début du live, on est allé vraiment sur les points essentiels. On aurait pu passer encore plus de temps dessus à vous partager. Là, ce que je vous propose, c'est de passer à la session questions-réponses. Donc, je vais arrêter le partage pour pouvoir regarder la partie conversation. Donc, n'hésitez pas à formuler en commentaire dans le chat si vous avez des questions par rapport à des choses que nous aurions dites sur le podcast Féminin Tokyo et des conseils qu'on aurait donnés à Samantha ou des questions où vous êtes étonnés qu'on ait donné ce conseil. Ah ben j'avais entendu dire que qu'est-ce que vous en pensez? C'est l'occasion d'avoir devant vous deux expertes du podcast, deux pros qui veulent vous donner des conseils. Donc n'hésitez pas à en profiter. Pendant qu'on attend que les questions se formulent dans le chat, un petit point aussi que j'ai vu, c'est que pour répondre à cette question de l'anonymat de Samantha, elle communique sur son profil LinkedIn, sur son podcast. Donc, je pense qu'il y a cette intention d'associer son nom à ce contenu podcast. Donc, de montrer un peu plus qui tu es, Samantha, d'où tu parles, de partager ton expérience aussi. Tu vois, ton expérience de déménagement, ça peut être l'occasion d'un post LinkedIn ou d'un post Instagram où tu partages des choses à savoir, des étonnements, des étonnements que tu as eu en arrivant à Tokyo. Je suis sûre que c'est un contenu qui créera beaucoup d'engagement et de discussion. Également par rapport au sujet de la communauté, si c'est quelque chose que tu as envie de mettre en place, n'hésite pas à entrer en conversation avec tes auditeurs, tes auditrices, en les invitant à la fin du podcast à réagir par rapport au sujet. C'est des sujets qui créent des débats, qui créent ou des « moi aussi j'ai vécu ça, ah mais je me suis posé la question ». Donc si c'est vraiment quelque chose que tu as envie de faire, n'hésite pas à rendre plus clair ton invitation à rentrer en conversation avec toi. Je vois qu'il y a des questions qui ont été formulées dans le chat. Il y a une question de Sandra. Combien de temps vous consacrez à la partie promotion des podcasts? Alors, le conseil, c'est de passer autant de temps sur la promotion du
du podcast. Moi, j'aime pas dire promotion parce que je trouve qu'on est vraiment dans la posture à dire écoutez mon podcast et écoutez mon podcast. La pub. Moi, je préfère parler de communication, c'est-à-dire de parler des valeurs du podcast, de sa mission, de l'univers qu'il y a derrière, la personne, les motivations de la personne qui porte ce podcast, etc. Et aussi de la promotion de l'épisode. Je trouve ça plus riche comme approche et ça crée d'expériences, beaucoup plus d'engagement de la part de votre audience. Donc, c'est de consacrer autant de temps à la création du contenu qu'à la promotion. Donc là, vous vous dites, je passe déjà beaucoup de temps à la promotion, à la production de mes épisodes, comment je vais pouvoir dégager du temps en plus à communiquer dessus. Bah, il y a plein de manières de le faire. Mélanie donne des conseils dans son podcast, Le pouvoir du podcast. Moi aussi, dans mon podcast Antipop. Donc, n'hésitez pas à consulter ces conseils. C'est en rationalisant votre production d'épisodes, en étant plus synthétique, en créant des templates, en créant des process, etc. Et la même chose sur la communication, de faire en sorte que votre communication, elle soit anticipée à l'avance et que vous ayez une organisation claire et des structures, une stratégie de contenu claire. On a fait une série d'ailleurs, Mélanie et moi, sur la stratégie de contenu en 5 épisodes. Je pense que vous y trouverez beaucoup de conseils à appliquer de votre côté. Natacha, est-ce que faire une vignette par épisode, c'est quelque chose que vous conseillez? Tu veux réagir, Mélanie? Je peux répondre si tu veux. Ouais. Je pense que ça a un lien avec la réponse d'Anne-Claire sur le temps qu'on consacre à la promotion, je trouve. Parce que effectivement, dans l'idéal, si on avait à vous dire tout ce qu'on peut conseiller et que c'est votre travail à temps plein, oui, je conseillerais de faire une vignette par épisode. C'est plus personnalisé, surtout si vous avez des invités. Ça permet, quand vous les partagez, d'inciter à la fois les invités à le partager parce qu'ils sont valorisés, à la fois, même si vous n'avez pas des invités, valoriser chaque sujet de l'épisode et ça donne un peu plus de contenu esthétique et même éditorial pour votre communication. Par contre, si vous manquez de temps, si c'est quelque chose déjà qui est difficile à faire, de finir la production régulièrement de votre podcast, je ne sais pas combien est la fréquence de ton podcast, Natacha, mais des fois, quand on a déjà un épisode toutes les 2 semaines ou même par mois, à produire, à promouvoir, etc. On n'a pas forcément le temps de se rajouter voilà, une vignette personnalisée à faire. Donc, dans l'idéal, oui, c'est une bonne idée parce que ça permet une meilleure communication et beaucoup plus d'attrait pour chaque épisode. Mais après, à rationaliser en fonction du temps que tu as, en fonction de qu'est-ce que ça veut dire une vignette par épisode. Est-ce que ce sont des illustrations? Est-ce que c'est juste changer le titre? Si c'est changer le titre, il faut le faire si Oui. c'est parce que si ton univers graphique, c'est juste graphique et il y a le titre qui change et le numéro de l'épisode, je conseille de le faire. Par contre, si c'est à chaque fois refaire une illustration, etc., c'est idéal si tu as le temps et le budget éventuellement. Mais si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une priorité à mon avis. Effectivement, pour moi, c'est un nice to have qui peut faire la différence, qui peut avoir beaucoup d'impact en termes de communication. Moi, mon conseil, c'est de toujours réfléchir à quelque chose qu'on peut rationaliser, qu'on peut templétiser, créer un template, Canva. Vous avez l'emplacement de la photo, l'emplacement du titre et l'emplacement du numéro. Ça prend 30 secondes à actualiser et de pas forcément aller chercher sur quelque chose qui est personnalisé comme ce qu'a fait Samantha ou comme ce que par exemple Jérémy Claes fait sur Hérétique. En ce moment, il vient de lancer son podcast, il a une illustration qui représente son invité à chaque fois, etc. On est sur un haut niveau d'esthétisme. Après, Jérémy est illustrateur, donc je comprends qu'il ait fait ces choix-là et en termes de marque, c'est très important pour lui. Donc c'est peser le pour et le contre de ses choix en temps passé et en impact par rapport à ce que vous avez comme objectif. Exactement. Et vous pouvez regarder du coup les podcasts, les covers de Antipop et du pouvoir du podcast. Je crois que toutes les deux, on a cette technique de changer à chaque épisode de vignette, mais vous verrez que c'est une photo et un titre et un numéro de l'épisode qui change, mais on rechange pas tout en fait. Ouais. Alors, on peut passer à la question de Estelle. Est-ce que les réseaux sociaux sont les outils de promotion les plus efficaces? Non et oui. Ça dépend de ta stratégie, en fait. Ça dépend de où se trouve ta cible. Il y a des personnes à qui vous adressez qui vont se trouver sur les réseaux sociaux, certes, mais ça ne sera pas le moyen le plus efficace pour aller les atteindre. Donc, il faut toujours se repartir de quels sont tes objectifs et quels sont ta cible. Après, on choisit les canaux. C'est pas parce qu'on dit qu'il faut être sur Instagram aujourd'hui
qu'il faut le faire, c'est en fonction toujours de quel est ton objectif. Est-ce que toi, ton objectif, c'est ensuite de vendre des services? Oui, non, peut-être qu'Instagram peut être adapté pour ça. Est-ce que ton but, c'est de créer un média? Et dans ce cas-là, peut-être qu'on va plus partir sur une newsletter qui permet une expérience différente de l'audio. Donc, c'est avant de choisir les canaux, dites-vous quel est votre objectif, quelle est ma cible, où elle se trouve et de quel temps je dispose pour aller me rendre visible auprès d'elle. Dans un monde idéal, il faudrait être sur LinkedIn, Instagram, TikTok, Clubhouse et je ne sais quoi. Mais sauf que là, les personnes qui regardent ce replay, on est tous et toutes solopreneuses, indépendantes, ou c'est un side project qu'on a à côté de notre métier et une vie bien chargée. Donc, toujours avoir une approche critique vis-à-vis des on-dit, de il faut absolument, prendre ça avec des pincettes et se poser la question de s'il n'y a pas une manière moins chronophage d'aller toucher notre cible. Est-ce qu'il n'y a pas des réseaux à aller chercher, des partenariats de visibilité à créer avec une association, avec des groupes qui sont déjà formés dans la vraie vie, une école, etc. Donc, ne pas hésiter à être créatif. Et si surtout on ne prend pas de plaisir à être sur les réseaux sociaux, ne pas se forcer. Il y a d'autres moyens de créer de la visibilité. Moi, je connais des podcasts qui ont développé une audience super engagée avec une présence minimum sur les réseaux sociaux. Oui, ouais, c'est complètement possible. Une question de Sandrine que je trouve très intéressante, parce que ça pose la question du positionnement et la stratégie de croissance. Que pensez-vous des podcasts qui interviewent des femmes, mais finalement pourraient intéresser les hommes? Comment le faire savoir, le mettre en évidence? Merci. Mélanie. Merci Sandrine, en plus on se connaît, donc coucou. Je pense que de manière générale, et ça c'est pas que du haut podcast, c'est dans la vie en général, que ce soit des conférences, des cours, etc. Quand on est une femme qui fait des podcasts sur les femmes, ça va prioritairement intéresser les femmes. C'est un biais qui vont les hommes, mais ils ont du mal à écouter des choses de femmes. Et J'appelle ça le biais de l'équipe football féminine. ouais, exactement, c'est un bon exemple. Donc, il faut savoir que voilà, c'est assez commun et que c'est pas un échec de ne pas avoir d'hommes au début sur ce type de projet. Mais pour pas ne les exclure, effectivement, je pense que dans toute la communication de manière générale, il faut l'avoir en tête. Notamment, par exemple, je pense à certains podcasts qui visent les femmes et du coup qui vont dire salut les filles, etc. Et en fait, bien avoir en tête, si tu veux que des hommes écoutent, de toujours être inclusif par rapport aux hommes. Alors c'est marrant, on fait les choses dans l'autre sens d'habitude, on essaye d'être inclusif par rapport aux femmes. Mais là, en fait, de bien à chaque fois le dire, que ce soit dans tes épisodes, dans ta communication, de t'adresser aux deux en même temps et pas toujours mettre les choses au féminin, ça serait déjà un premier signe, je pense, de leur côté pour se dire, bah, ça s'adresse aussi à nous. Peut-être aussi dans l'identité, de ne pas être trop féminin, on va être rentré dans les clichés, mais Anne-Claire, tu voulais J'ai dire une quelque chose? expérience personnelle parce que j'ai refait mon identité il y a 6 mois parce que j'avais cette impression que l'identité de mon podcast était trop genrée féminin. Il y avait une bouche avec du rouge à lèvres, il y avait des couleurs pastel, etc. C'est un choix que j'avais fait de manière inconsciente et qui m'a été confirmé. J'avais cette intuition et j'ai mené des interviews auditeurs, auditrices, persona, comme on dit. Et ça m'a été confirmé que mon contenu était perçu comme un contenu qui était à destination des femmes. Donc, ne pas hésiter à sortir de son angle mort. On a des angles morts, des choses qu'on ne voit pas, d'aller poser la question aux hommes en disant, à ton avis, mon contenu est destiné à qui? Et d'aller creuser. Ah bon, pourquoi tu penses qu'il est destiné aux femmes? Ah bah, je sais pas, les couleurs. Ah bah, j'ai vu que des invités femmes. Et de se rendre compte, en fait, quels sont les choix inconscients qu'on a faits qui ont renforcé cette perception de la part du public qu'on a envie d'atteindre. Donc ça peut être du coup quelque chose qui est conscient et stratégique. Dans ton cas, par exemple, Mélanie, il y a des podcasts sur lesquels tu as travaillé, des podcasts personnels qui s'adressaient avec son positionnement à une certaine cible et à tous les curieux, curieux bienvenus, mais il y a aussi des podcasts qui, à tort, sont perçus comme restrictifs alors qu'ils ne le sont pas. Donc ça peut passer par l'identité visuelle, les éléments de texte, les éléments de vocabulaire,
et aussi les inviter d'aller chercher des relais de communication qui font partie de la cible qu'on a envie de viser et de créer j'appelle ça une distorsion positive, c'est-à-dire de mettre un effort de communication supplémentaire sur les contenus, les invités qui ressemblent à la cible que tu as envie d'attirer. Je crois que la prochaine question, elle est assez liée à une précédente sur les réseaux sociaux. Faut-il dédier un profil spécifique Instagram à son podcast? Ça dépend de... La meuf, elle Ça répond toujours dépend. la même chose. Ça dépend de ta stratégie et de tes objectifs. Faut pas... Il n'y a pas de Toi, dans règle. ton cas, par exemple, Mélanie, tu as créé un compte Instagram pour ton podcast, Le Pouvoir du Podcast, parce que sur ton profil personnel, tu as une ligne édito qui est stricte qui est définie, Personnel, oui. et que ton podcast ne pouvait pas venir trop parasiter cette ligne édito et s'adresser à d'autres personnes. Mais il ne faut pas négliger, je pense, le temps que ça demande de créer un nouveau compte Instagram, le faire vivre, arriver à 10, 20, 30, 300 Tu en as 000, déjà un, oui. followers. Et ça demande des ressources en temps. Et aussi, toi, c'est quelque chose que tu as décidé de déléguer, par exemple, parce que ça demande du travail en plus. Donc, moi, mon conseil, c'est si ton compte existant peut intégrer le contenu de ton podcast et que ça va pas être un frein au développement de ton podcast, ça va pas créer de la confusion ou quoi, mise sur ce que tu as comme atout déjà, comme communauté, qui vont pouvoir relayer ton contenu. Tu as une autre approche, toi, Mélanie? Non, je suis plutôt d'accord. En fait, ça dépend vraiment de quel est ce compte Instagram qui existe déjà. Est-ce qu'il est pro, perso? Est-ce que si c'est perso et que c'est un podcast perso, est-ce que ça peut l'intégrer? Si c'est pro, c'est un podcast pro, ça peut l'intégrer. Par exemple, si je connais par exemple des coachs qui créent un podcast, alors ils vont parler de leurs autres activités de coach, mais le podcast, il peut s'intégrer à leur profil professionnel, puisque ça rentre dedans. Alors que contrairement à l'exemple que tu donnais, bah, moi, mon compte Instagram est totalement personnel, donc je raconte ma vie. Donc, je voulais pas mélanger le podcast, le pouvoir du podcast, qui est professionnel et qui parle que de podcast, et ça intéresserait pas mes amis. Donc, voilà, c'est vraiment une balance à trouver. Malik, je voudrais débuter bientôt et les domaines sur lesquels je voudrais créer mon podcast sont l'éducation ou le numérique. Comment pensez-vous que je pourrais le structurer pour qu'il soit bien écouté? Oh, c'est une question qui n'est pas Très si large, vite ça. répondue, ça. Alors, bah, te poser toutes les questions qu'on a énumérées avec Mélanie depuis le début de cet audit. Bien regarder le workbook que j'ai créé pour vous montrer quels sont les points importants auxquels il est important de répondre, de quoi tu parles, à qui tu t'adresses, pourquoi est-ce qu'il faut écouter ton podcast et pas un autre sur le même sujet, expliciter quelle est ta crédibilité ou ta légitimité à parler de ça. Et ensuite, bah, t'armer de beaucoup de patience, beaucoup de passion et de persévérance, et puis discuter avec tes auditeurs, récupérer les retours, etc. Je t'invite à écouter le podcast de Mélanie, Le Pouvoir du Podcast, et le mien, Antipop. Tu y trouveras un maximum de conseils adaptés à ce super projet que tu serais prête à lancer. Ouais. Ensuite, Antoine, sur la question de la fréquence, il nous reste 2 minutes, donc on va répondre un peu plus rapidement aux questions qui nous restent. Alors, la question de la fréquence, c'est la question à 10 000 $. Ça, ça dépend de ta stratégie, de tes objectifs. Ce qui va être clé pour moi, c'est la régularité. Si 2 semaines, ça te semble bien pour t'organiser, faire en sorte de tenir dans la durée. Dans la durée, je veux dire au moins 3 mois ou 4 mois, histoire de créer de la visibilité et une communauté. Ça me semble bien. En plus, 2 semaines, ça permet de communiquer entre 2 publications et de ne pas être toujours à courir derrière, derrière le temps pour parler de son épisode, parler des autres types de contenus dont on a parlé, et hop, on est déjà à publier un nouvel épisode. Donc, je t'encourage à t'organiser pour faire une bonne production et communication toutes les 2 semaines. Si tu sens que tu es chaud et que tu as bien pris ta routine, tu pourras passer à 1 fois par semaine, mais c'est pas quelque chose que je recommande généralement. Mm.
Et j'ajouterais aussi, enfin, je suis complètement d'accord avec le fait que c'est pas la fréquence qu'on conseille qui compte, mais celle sur laquelle tu peux t'engager toi de manière régulière. Et en fait, de manière générale, pas forcément suivre le conseil des algorithmes, parce que si c'est la performance qu'on recherche, et ben un épisode par jour, c'est ça qu'on va conseiller. Donc Exactement. les algorithmes, c'est pas forcément ce qu'il faut prendre en compte, c'est plus ton rythme à toi pour être régulier. Et la régularité, elle est plus importante sur les plateformes que la La quantité. fréquence, Mmh. exactement. Et ça dépend aussi de ce que tu veux faire de ce podcast. Est-ce que tu veux que ça devienne ton but, c'est de créer un média avec ce podcast, ou est-ce que tu veux l'intégrer dans un écosystème où il y aura une newsletter, une communauté, des services, etc. Dans ce cas-là, ça va te demander du temps et du coup, il faut avoir prendre de la hauteur par rapport à ta vision de développement du podcast. Voilà, merci pour ces questions. C'est super intéressant de voir ce que vous posez, comment vous réagissez suite à cet audit. Je vous encourage à répondre aux petits mails que vous allez recevoir qui vous demandent d'évaluer ce live avec un petit emoji. Vous allez voir, c'est super ludique, de nous laisser un mot pour dire ce que vous avez aimé. S'il y a des choses qu'on devrait améliorer, on est super ouverte à la suggestion. Pour celles et ceux qui regardent le live, aussi, faites la même chose. Et si vous utilisez le workbook et qu'il vous est utile, surtout, taguez-moi sur Instagram, @ecofactory, ou venez me le dire sur LinkedIn. Ça a été du travail et c'est important de voir si ça c'est utile ou pas. À bientôt. On se donne rendez-vous le 17 octobre avec Élise où on auditera un nouveau podcast. Suspense. Ciao. Merci Salut d'être à là. tous.